Bienvenue à la série de balados intitulée « Traitement novateur pour les troubles de la coagulation » produite par la Société canadienne de l'hémophilie. Voici votre animateur, David Page. Les épisodes explorent les thérapies qui pourraient bientôt être disponibles et commercialisées au Canada pour le traitement de l'hémophilie A et B, la maladie de Von Willebrand et autres troubles de la coagulation tels que la thrombosthénie de Glanzmann. Notre guide pour ces nouvelles thérapies est le Dr. Roy Khalife, professeur adjoint à l'Université d'Ottawa et co-directeur du programme régional d'Ottawa pour les troubles de la coagulation chez les adultes à l'hôpital d'Ottawa. Cette vidéo balado explore les thérapies qui pourraient être disponibles à l'avenir pour traiter les personnes atteintes de la maladie de Von Willebrand et de Glanzmann thrombocythemia. Des affections qui n'ont pas bénéficié jusqu'à présent des progrès de recherche clinique autant que l'hémophilie A et B. Bienvenue, Dr. Khalife. Merci beaucoup, David, de l'invitation. Il me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Pourriez-vous parler un peu, vous présenter, parler un peu plus de qu'est-ce que vous faites? Oui, donc je suis hématologue à l'hôpital d'Ottawa. Ma clinique se concentre surtout sur les troubles de coagulation, mais aussi d'autres maladies rares en hématologie. On va d'abord discuter des traitements qui visent la maladie de Von Willebrand. Et le premier qu'on va discuter est peut-être le premier qui va être disponible, on saura, c'est le VGA 039. Donc, un nom qui ne dit pas grand-chose pour nous, mais ils sont tous comme ça au début. Oui, exactement. Donc, éventuellement, on espère que le nom va changer, mais c'est donc le VGA 039 reste un médicament expérimental pour le moment qui est conçu à aider le sang à coaguler. Donc, non pas en ajoutant du facteur de coagulation, mais en diminuant le système anticoagulant naturel du corps. Donc, on peut, si on pense un peu au système de coagulation comme une voiture, on a l'accélérateur qui sont les facteurs de coagulation, donc facteur 8, facteur 9, facteur de Von Willebrand. Et puis les freins qui sont les anticoagulants naturels qui empêchent qu'on ait une coagulation excessive. Chez les personnes qui sont atteintes de troubles hémorragiques, il y a pas assez d'accélérateur. Donc le VGA 039, ce qu'il fait, il agit plutôt en relâchant les freins. Il va bloquer une protéine qu'on appelle la protéine S. Donc normalement la protéine S ralentit la coagulation de deux façons importantes. Elle aide une autre protéine, appelée la protéine C, à désactiver les facteurs de coagulation et aussi elle aide à empêcher la coagulation de démarrer trop tôt. Donc, en bloquant partiellement la protéine S, le VGA 039 permet au corps de produire davantage de thrombine, qui est une protéine essentielle à la formation d'un caillot stable et empêcher le saignement. Donc, et ce qui est important avec cette molécule ou ce médicament, c'est une approche qui ne dépend pas du facteur de Von Willebrand, qui ne dépend pas du facteur 8 ou du facteur 9. Donc, ça signifie qu'on peut l'utiliser potentiellement avec différentes conditions, donc l'hémophilie A, l'hémophilie B, la maladie de Von Willebrand, mais possiblement aussi d'autres troubles hémorragiques qui sont plus rares. C'est intéressant, c'est un autre médicament qui rééquilibre l'hémostase, un peu comme on a discuté dans un épisode au préalable. Mais cette fois, la compagnie vise vraiment la maladie de Von Willebrand dans ses recherches cliniques. Donc, je pense que c'est encourageant pour les patients avec maladie de Von Willebrand. Peut-être pour la première fois, on met vraiment l'accent sur trouver un remède pour cette maladie-là. Oui, absolument. Donc, à l'heure actuelle, le VGA 039 est surtout étudié dans la maladie de Von Willebrand. Donc, des essais cliniques de phase précoce sont en cours pour évaluer son innocuité.
mais aussi un essai clinique de phase 3 qui vise à mesurer son efficacité comme traitement de prévention des saignements chez les personnes atteintes de tout type de maladie de Von Willebrand. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est un traitement qui est donné par injection sous-cutanée et pourrait réduire le besoin d'un accès intraveineux fréquent. Donc, il fonctionne et c'est un traitement qui est intéressant aussi parce que c'est prévu qu'il fonctionne indépendamment de la présence d'inhibiteurs et pourrait agir avec plusieurs troubles de coagulation et protéger de façon continue et stable contre les saignements. Et ce qui est important de comprendre ou une inquiétude qui est importante, c'est que quand on joue avec ces thérapies qui rééquilibrent le système de coagulation, c'est qu'on veut s'assurer qu'on ne tombe pas dans le risque ou qu'on n'augmente pas le risque de former des caillots de sang dans des endroits qu'on veut pas. Donc, on avait parlé de ça dans un épisode plus tôt. Mais à chaque fois qu'on diminue les anticoagulants naturels, il existe un risque qu'on bascule trop loin vers la coagulation. Donc, il faut vraiment essayer de trouver un dosage qui est précis et garder une surveillance étroite qui est essentielle pour s'assurer que c'est bien sécuritaire pour nos patients. Donc, je crois que nous sommes encore au niveau des essais cliniques de stade 1 et 2. Donc, on est encore assez loin d'un médicament qui sera sur le marché. Oui, donc l'essai de phase 3 est en processus. Donc, peut-être dans 3 à 5 ans si on est optimiste. Et un autre dans le même pour traiter la même maladie de Von Willebrand, c'est encore on parle de lettres et de chiffres, le HMB002. Et ça fonctionne d'une façon différente. Oui, absolument. Donc, pour le HMB002, on sait que chez de nombreuses personnes qui sont atteintes de la maladie de Von Willebrand, le corps produit le facteur de Von Willebrand, mais il est dégradé trop rapidement. Donc, cette molécule est conçue pour protéger ce qui est déjà présent au lieu de le remplacer. Donc, c'est un anticorps qui va se lier au facteur de Von Willebrand à un endroit précis de la molécule qu'on appelle le domaine C terminal et ça va le protéger contre la dégradation naturelle qui se fait dans le corps. Donc, en faisant ça, le but, c'est d'augmenter les niveaux de Von Willebrand, de facteur de Von Willebrand, et ainsi aussi augmenter les niveaux de facteur 8 qui est lié au facteur de Von Willebrand. Donc, en faisant cela, on augmente la capacité naturelle du corps à former des caillots et tout cela s'est fait en donnant une injection sous-cutanée, encore une fois, comme les autres traitements qu'on a vus. Puis, est-ce que ça risque d'éviter les risques de coagulation qu'on voit avec les produits qui rééquilibrent l'hémostase? C'est sûr que c'est difficile à dire présentement parce que le HMB002 est encore en développement clinique précoce. Donc, on a un essai de phase 1-2 qui est actuellement en recrutement et le but, c'est vraiment de regarder au niveau de l'innocuité ou la sécurité de ce médicament-là. Étant donné que c'est un anticorps qui agit directement sur notre Von Willebrand, notre facteur de Von Willebrand naturel, on suppose que le risque de former des caillots est peut-être moindre. Par contre, ce qu'on a besoin de voir, c'est OK, si les niveaux de Von Willebrand augmentent, les niveaux de facteur 8 augmentent, là aussi, il faut s'assurer qu'il n'y a pas un risque qu'on tombe dans la formation de caillots. Mais encore une fois, c'est un peu trop tôt, puis il faut voir comment les essais se développent. Mais donc, on parle de probablement plusieurs années avant que ce soit disponible en clinique, mais c'est sûr que ça représente un changement majeur potentiellement dans le traitement de la maladie de Von Willebrand. Cette même compagnie développe un autre traitement qui s'appelle le HMB001. Et lui est destiné aux personnes qui souffrent de la maladie de Glanzmann-Clombostini. Lui aussi, je pense que c'est une approche différente. Oui, absolument. Donc, la compagnie est restée dans les mêmes titres de HMB001. On a changé de chiffre, mais
là, on change complètement de condition. Donc, la thrombasthénie de Glanzmann, c'est un trouble plaquettaire, donc qui est assez rare, où les plaquettes ne peuvent pas s'agréger correctement. Donc, présentement, on n'a aucun traitement efficace pour prévenir les saignements chez les personnes atteintes de cette condition-là. Le HMB-001 agit comme un système de livraison ciblé. Il va capter le facteur 7 activé qui est produit par le corps et va l'amener ou l'acheminer directement vers les sites de lésions vasculaires. Donc, en faisant ça, on aide le corps à former des caillots exactement où c'est nécessaire. C'est un traitement qui est aussi administré de façon par injection sous-cutanée et pourrait potentiellement devenir le premier traitement prophylactique pour la thrombasthénie de Glanzmann et réduire la nécessité ou le besoin, ou potentiellement éliminer le besoin de transfusion de plaquettes chez ces personnes-là, et aussi diminuer le risque de développer des anticorps contre les plaquettes qui devient pas mal problématique dans cette condition-là. Mais on espère que la compagnie poursuit sa recherche. Il faut admettre que ces conditions sont assez rares et c'est un peu moins attrayant pour les compagnies de se lancer dans le développement qui est très coûteux. Oui, malheureusement, c'est ça, c'est ce qu'on a dit en anglais, le trade-off. J'ai un blanc de mémoire sur le mot en français, mais cette molécule-là est encore en stade très préclinique. Donc, on a des études en laboratoire et chez l'animal seulement. À ma connaissance, il n'y a aucun essai humain qui a été encore débuté. Donc, on parle vraiment de 5 à 10 ans, plutôt proche de 10 ans avant qu'on voit que ça vienne en clinique. Par contre, il y a certaines voies réglementaires pour les maladies rares qui pourraient peut-être accélérer le processus, donc ça reste à voir. Le prochain sur notre liste, c'est le BT200. BT200. Oui, avec les chiffres. Oui, donc le BT200, c'est pas un produit de facteur, c'est pas un agent de rééquilibrage. C'est quelque chose qui agit plutôt en aidant le facteur de Von Willebrand et le facteur 8 à rester plus longtemps dans le corps. Donc, le BT200 va se lier au facteur de Von Willebrand de façon à ralentir l'élimination de ce facteur-là et par conséquent aussi le facteur 8 et ainsi augmenter les niveaux de facteur de Von Willebrand et de facteur 8 qui circulent dans la circulation sanguine. C'est un traitement qui est donné aussi par injection sous-cutanée de façon hebdomadaire. Et puis, il a été présentement étudié chez les personnes atteintes d'hémophilie A, forme légère, modérée ou sévère, mais aussi chez des personnes qui sont atteintes de maladies de Von Willebrand, donc le type 1, type 1C et le type 2B aussi. C'est intéressant de voir ici la façon que ça fonctionne chez les personnes atteintes de maladies de Von Willebrand de type B. Dans ce sous-type, on sait que les plaquettes sont souvent basses parce que le facteur de Von Willebrand qui est anormal va se coller aux plaquettes et diminuer la quantité de plaquettes qui est disponible pour la coagulation. Ce médicament semble corriger ce défaut-là et aide à normaliser le nombre de plaquettes qui circulent, mais aussi va aider à restaurer les multimères de haut poids moléculaire de Von Willebrand qui sont très utiles et importants au niveau de la coagulation. Et aussi va agir en augmentant les niveaux de facteur 8 parce qu'on permet de garder le facteur de Von Willebrand plus longtemps dans la circulation. Le prochain traitement qu'on va discuter ça stimule beaucoup d'intérêt et aussi ça stimule beaucoup de scepticisme parce que peut-être c'est trop beau pour être vrai. Ça s'appelle la stimulation transcutanée du nerf vague auriculaire. Donc, tout un nom, pas de chiffre cette fois, pas de lettres. Pourriez-vous nous décrire ça?
Oui, donc une approche qui est pas mal intéressante parce que ça n'implique pas de médicaments. Donc c'est une approche qui utilise un dispositif portable qu'on place sur l'oreille qui va stimuler doucement le nerf vague qui relie dans le fond le cerveau à plusieurs organes, y compris ceux qui sont impliqués dans l'immunité et la coagulation. Ce qu'on sait présentement, les recherches montrent que les signaux nerveux peuvent modifier le comportement des plaquettes, peuvent réduire les saignements dans les tissus mous et peuvent influencer l'inflammation et la formation de caillots. Donc, autrement dit, le système nerveux peut aider à moduler la coagulation. Donc, c'est définitivement intéressant, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est présentement tout ce qu'on a, c'est une très petite étude pilote chez 8 femmes atteintes de maladie de Van Willebrand qui ont des menstruations abondantes. Et donc, dans cette étude-là, ce qui a été démontré, c'est une réduction de plus de 50% des pertes menstruelles et une durée des règles qui est plus courte et aucun effet indésirable majeur qui a été signalé. Donc, les participantes dans cette étude-là ont utilisé ce dispositif-là 2 fois par jour pour 1 heure pendant les menstruations pour arriver à ces résultats-là. C'est sûr qu'on a besoin de plus de données. C'est une très petite étude en termes de troubles de coagulation. C'est une étude qui sert uniquement comme preuve de concept pour aller chercher des études un peu plus avec un nombre plus important de patients. Mais c'est quand même quelque chose qui est prometteur. Donc, on parle d'un traitement qui est sans médicaments, qui est non invasif, qui potentiellement permet d'être autonome pour les patients et puis particulièrement pour les femmes qui sont atteintes de maladie de Van Willebrand et qui n'ont pas d'autres options ou qui ne répondent pas aux options actuelles pour aider à gérer les menstruations abondantes. Quand j'ai entendu parler de ça la première fois, j'ai pensé à Dr. Spock dans Star Trek. Et quand j'ai montré ça à ma conjointe, elle a pensé à l'acupuncture chinoise parce qu'on fait exactement la même chose pour des traitements d'acupuncture. Donc, espérons que c'est vrai, que ça fonctionne. Ce n'est pas, comme vous dites, ce n'est pas un médicament, donc ça peut être disponible plus rapidement. Ça n'a pas besoin de passer le même stade d'approbation réglementaire. Oui, c'est sûr que c'est un traitement qui n'est pas nécessairement nouveau, mais en termes de troubles de coagulation, c'est certainement intéressant de voir ces résultats-là. Il y a une revue systématique qui a été publiée avec plus qu'une centaine d'études et plus de 6000 patients qui ont utilisé ce traitement-là pour diverses conditions avec des résultats quand même positifs et pas d'effets secondaires majeurs. Donc, ça demeure un traitement intéressant. Et puis, après ça, on va voir avec les régulateurs comment ça fonctionne, mais ça, on ne sait jamais de notre côté. On va changer de maladie. On a parlé des traitements qui s'en viennent assez rapidement en hémophilie A et B dans une balado ultérieure. Mais là, on va discuter deux qui sont peut-être plus loin. Encore dans le catégorie de mimétique de facteur 8. Donc, on parle de NXT 007 qui nous fait penser à James Bond et Inno 8. Qu'est-ce qu'il y en a? Oui, donc là aussi, des traitements très intéressants pour l'hémophilie A. Donc, le NXT 007, un traitement qui est développé comme traitement de prophylaxie, de prévention pour les personnes atteintes d'hémophilie A avec ou sans inhibiteur du facteur 8. Donc, c'est un traitement qui fonctionne de manière similaire à l'emicizumab et a été conçu pour générer une activité coagulante beaucoup plus forte, qui se rapproche potentiellement des niveaux observés chez les personnes sans hémophilie.
Comme vous avez dit, il s'agit d'un traitement mimétique du facteur 8 qui est administré encore une fois par injection sous-cutanée. Et puis, on a des études actuelles qui se portent sur les adultes. Éventuellement, on va avoir des études pédiatriques qui vont suivre. Mais ce qu'on a présentement, c'est surtout des études qui proviennent des études de laboratoire et chez l'animal, qui démontrent une activité coagulante comparable à des niveaux normaux de facteur 8. Donc, c'est une efficacité qui est qui permet de produire plus de thrombine, donc stabiliser le caillot de sang, à des doses qui sont plus faibles que l'amifezumab, mais qui fonctionnent de façon similaire à l'amifezumab qu'on a présentement. Donc, on amène le facteur 9 activé et le facteur 10 ensemble pour générer de la thrombine, exactement comme le facteur 8 fait dans le corps. Ça reste très précoce en développement. Donc, on a présentement une étude de phase 1 chez des volontaires sains qui ne sont pas atteints d'hémophilie, et aucun caillot sanguin a été observé, aucune réaction au site d'injection a été observée. Donc, pas d'augmentation d'effets indésirables avec la dose qui a été utilisée. Par contre, il y a l'apparition d'anticorps contre cette molécule-là ou ce médicament-là, présentement sans conséquences cliniques, mais c'est sûr que dans le cas de l'hémophilie, faut voir avec le temps, avec les essais cliniques, qu'est-ce que ça veut dire ou qu'est-ce que ces anticorps-là font à l'efficacité du traitement. Mais ce qui est intéressant, encore une fois, c'est quelque chose qui est sous-cutané, c'est quelque chose qui pourrait être utile pour quelqu'un qui a des saignements malgré le fait qu'ils sont sur amifezumab, ou chez quelqu'un qui veut atteindre des niveaux plus élevés de facteur 8 pour des raisons XY, donc selon leur mode de vie, par exemple. Et ça serait une injection qui est très peu fréquente pour le traitement. Et le deuxième, c'est le Inno8. Oui, donc Inno8, donc là on parle d'un traitement complètement différent en termes d'administration, qu'on n'a présentement pas parlé ou qui n'est pas disponible pour l'hémophilie ou aucun autre trouble de coagulation. Donc on parle d'un traitement par voie orale, donc c'est un médicament qui est donné comme pilule, et pour prévenir les saignements chez les personnes qui sont atteintes d'hémophilie A. Présentement, le but, c'est classifié ou ça agit comme un mimétique du facteur 8, donc qui va imiter son rôle, comme j'ai dit précédemment, où est-ce qu'on amène le facteur 9 et le facteur 10 ensemble pour générer cette cascade de coagulation et former un caillot qui est stable. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un comprimé. Donc, pour certaines personnes, ça peut être utile de prendre un comprimé. J'imagine que ça va être un comprimé qui est donné de façon quotidienne, mais c'est sûr qu'on va voir avec les études qu'est-ce qu'il y en est en termes de dose et de fréquence. Mais pour certaines autres personnes, peut-être qu'ils vont préférer de rester sur une injection sous-cutanée qu'on donne une fois à quelques semaines, plutôt que de changer pour un comprimé à tous les jours. Donc, ça reste à voir ce qui est important pour chaque personne et aussi qu'est-ce qui est efficace comme traitement. Donc, présentement, on a pour le Inno8, c'est vraiment encore en phase 1. Où est-ce que les études portent surtout sur l'innocuité du traitement, l'absorption et l'élimination du médicament, comment l'ingestion des aliments affecte l'absorption du médicament, et puis ses effets biologiques aussi sur la coagulation. Donc, on n'a pas encore de données qui confirment une réduction de saignement, mais ça, c'est quelque chose qui va venir avec le temps si cette molécule-là prouve qu'elle peut passer à travers les essais cliniques. Mais tout ça, c'est très encourageant. Par contre, on sait que c'est pas tous les médicaments qui rentrent en essai clinique, en phase 1, qui aboutissent par une approbation par Santé Canada ou qui sont commercialisés. Donc, il faut suivre ça de près. Le fait qu'il y en a beaucoup, nombreux, c'est encourageant. Est-ce que vous êtes du même avis? Vous avez beaucoup de
d'espoir pour le futur. Oui, absolument. C'est très intéressant de voir les changements ou le développement clinique qui se fait on a parlé de l'hémophilie, mais on a parlé aussi de d'autres troubles de coagulation comme la maladie de Von Willebrand et puis la thrombocythémie de Glanzmann et de voir que certaines conditions qu'on n'a présentement aucun traitement pour prévenir les saignements ou qu'on a des traitements qui sont datés de données du facteur, données du facteur qui vient du plasma humain, mais c'est très intéressant de voir ces changements-là et de voir le changement en termes de mode d'administration et puis de mécanisme d'action. C'est sûr que pour moi, ce qui est important ici ou ce qui va être important pour nos patients, c'est qu'on va espérer de pouvoir leur offrir différents choix, un peu comme un menu de différents traitements et puis pour chaque personne, certains traitements vont être plutôt avantageux. Pour d'autres, c'est d'autres traitements qui vont être plus avantageux. Donc, ça va permettre de vraiment faire des choix qui sont adaptés à chaque individu selon leur âge, selon d'autres problèmes de santé, selon leur mode de vie et leur permettre vraiment de réduire le risque de saignement. Mais merci beaucoup, Dr. Khalifé, pour nous avoir présenté toutes ces nouvelles thérapies. Ça me fait plaisir. Nous espérons que cette vidéo balado vous aurait aidé à comprendre ce qui est le pipeline de produits fascinants mais complexes. Pour en savoir plus sur ces nouvelles thérapies, nous vous invitons à explorer le programme éducatif sur les nouvelles thérapies sur le site web de la Société canadienne de l'hémophilie, hémophilie.ca, et à écouter les autres épisodes de cette série de vidéos balado. Avant tout, pour ceux qui envisagent de suivre une nouvelle thérapie à l'avenir, il est important de consulter votre médecin traitant ou votre hématologue afin de mieux comprendre quel traitement est le plus adapté à votre cas. Cette série de balados est possible grâce à des subventions éducatives sans restriction accordées à la Société canadienne de l'hémophilie par Novo Nordisk, Pfizer Canada et Sanofi.